à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. La stratégie de la revitalisation rurale a été présentée par le président chinois Xi Jinping lors du 19e congrès national du Parti communiste chinois en 2017. Durant le 20e congrès en 2022, il a proposé de promouvoir de manière globale la revitalisation rurale en appelant à des efforts continus pour développer en priorité l'agriculture et les régions rurales, poursuivre le développement intégré des villes et des campagnes et assurer une grande mobilité des facteurs de production entre les zones urbaines et rurales. Il est nécessaire de promouvoir la revitalisation rurale en matière d'industrie, de compétences, de culture, d'écosystèmes et d'organisation. Comment cette stratégie est-elle mise en œuvre? Quelles sont les clés de la modernisation de l'agriculture et des zones rurales? Quel est le potentiel de la coopération agricole sino-africaine? Nous avons aujourd'hui le plaisir d'en discuter avec deux invités. Monsieur Wu Zexian, commentateur de CGTN français, et Monsieur Joseph Olivier Mendou, chef de la délégation de la jeunesse africaine en Chine. Bonjour. Bonjour. La promotion globale de la revitalisation rurale en Chine est non seulement un moyen essentiel pour parvenir à la modernisation de l'agriculture et des zones rurales, mais aussi une tâche importante dans la construction d'un pays agricole fort. Monsieur Wu, pouvez-vous nous présenter quelques dispositions prises cette année en faveur de la revitalisation rurale? En effet, chaque année, au début de l'année, le comité central du PCC, le parti au pouvoir, publie toujours un document officiel consacré au développement rural, au développement agricole. Cette année, il y a eu une trentaine de mesures prises en faveur de ces deux développements. Développement agricole, proprement dit, mais aussi développement des zones rurales dans son ensemble. Mais j'aimerais bien, avant d'évoquer ces mesures, d'évoquer aussi une réunion très importante qui a eu lieu à la fin de l'année dernière, convoquée par le comité central du PCC. Lors de cette réunion, le président Xi a prononcé un discours important. Pour lui, premièrement, l'agriculture, c'est une priorité absolue. La modernisation du pays ne peut pas être réalisée sans la modernisation de l'agriculture. Et puis, deuxième idée, quel que soit le niveau de modernisation du pays, la sécurité alimentaire est toujours cruciale pour un pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Il a également évoqué un aspect important, c'est qu'il y a 200 millions d'emplois qui se trouvent dans les zones rurales. Il y a 500 millions d'habitants dans les zones rurales en Chine. Donc, c'est un enjeu très important pour le développement économique du pays. Lorsque les quelques centaines de millions d'habitants ruraux arrivent à améliorer leur niveau de vie, eh bien, eux, ils constituent aussi un facteur important pour le développement du marché de consommation. Et puis eux-mêmes, ce sont des forces productives aussi. Donc, une intervention, un discours du président Xi, très important au cours de cette réunion. Et c'est une réunion préparative, finalement, pour la production du document officiel dont j'ai parlé tout à l'heure. Document numéro 1, chaque année, c'est le document numéro 1 officiel du comité central du PCC. Alors, la première mesure, assurer la sécurité alimentaire. Ça, c'est l'idée de la réunion, l'idée aussi du président Xi. L'objectif, c'est d'assurer une production céréalière au moins de 650 millions de tonnes. C'est un objectif finalement qui est toujours réalisé ces dernières années. Une autre mesure qui est annoncée dans le document, développer les infrastructures dans les zones rurales. Il faut reconnaître que déjà, aujourd'hui, les infrastructures dans les zones rurales pour développement agricole
sont déjà beaucoup améliorés par rapport à il y a 20 ans, 30 ans. Bon. Mais il est toujours question de continuer à améliorer les infrastructures. Par exemple, les travaux hydrauliques. On avait construit beaucoup de réservoirs, on a construit des canaux d'irrigation et de drainage, mais la Chine est un pays qui peut connaître des climats extrêmes. Il peut y avoir des inondations énormes. Il faut augmenter la capacité justement pour les ruraux de lutter contre les catastrophes naturelles. Et puis, une autre mesure, c'est de développer la technologie agricole. Il faut comprendre que déjà aujourd'hui, l'agriculture en Chine est beaucoup plus moderne qu'avant. Avant, il y a quelques décennies, durant ma jeunesse, puisque j'ai passé plusieurs années à la campagne en tant qu'un agriculteur, à l'époque, c'était pratiquement un travail à la main. Bon. Mais aujourd'hui, la mécanisation, l'utilisation de l'engrais chimique, l'utilisation des grains sélectionnés est générale. On utilise même les drones pour semer des engrais, pour semer des grains, etc., etc. Mais il est toujours question de développer davantage, selon le document. Et puis, il faut aussi développer une agriculture de haute qualité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de parler de l'agriculture elle-même, mais il faut aussi avoir le système logistique approprié. Ça se développe rapidement. Bon, il est toujours question de développer le service, c'est-à-dire dans les zones rurales. Le service, à l'époque où j'étais à la campagne, c'est-à-dire il y a quelques décennies, bon, le service n'existait pratiquement pas. Même une petite boutique à la campagne était lointaine. Il fallait marcher plusieurs kilomètres pour trouver une petite boutique. Mais aujourd'hui, ça se développe rapidement. Mais il est toujours question de développer davantage le secteur tertiaire dans les zones rurales. Bon. Et puis il faut encore aussi, beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Y compris le tourisme, par exemple. Le tourisme, ça fait partie des services. Bon. Ça se développe aussi rapidement. Les citadins, qui sont de plus en plus nombreux, ont la nostalgie de la campagne. Donc ils veulent bien retourner dans la campagne pour profiter de la nature. Donc le tourisme à la campagne, ça profite aux citadins, mais ça profite aussi évidemment aux ruraux, qui s'appuyant sur le tourisme peuvent augmenter leurs revenus. C'est aussi un aspect qui a été évoqué dans ce document. Du coup, beaucoup de mesures, une trentaine, très précises, et chaque mesure comprend plusieurs éléments ont été évoqués dans ce document très important. Monsieur Mendo, durant vos 6 années passées en Chine, vous avez visité une trentaine de villages chinois et acquis une bonne connaissance des processus de réduction de la pauvreté et de la revitalisation rurale en Chine. Alors, quels aspects du développement des zones rurales en Chine vous ont attiré le plus ? Merci pour votre question. C'est vrai, j'ai fait plus de 30 villages. J'ai eu la chance d'avoir une vue plus claire de ce qu'est le développement rural, de ce qu'est la vie des ruraux ou des villageois. Donc, du coup, ce qui a attiré mon attention beaucoup des ans, c'est de voir ce développement rural qui a eu une approche centrée sur les personnes. Et j'ai eu une vue très précise quand j'ai servi d'assistant cadre de village pendant un mois, où j'ai vu comment le recensement se faisait au quotidien, à l'hebdomadaire, au mensuel et même au trimestriel, et semestriel, etc. J'ai vu à quel point les problèmes des villageois, les problèmes des personnes façonnaient les politiques au niveau rural. C'est-à-dire, ils façonnaient des politiques en fonction des besoins, en fonction des problèmes rencontrés par un certain type de personnes. On catégorisait en fait les problèmes des villageois. Et aussi, ce qui m'a donné beaucoup de signaux, c'est de voir que en zone rurale, les Chinois, et même en général, ils ont compris que l'union fait la force. C'est quelque chose qui résonne avec le précepte africain du panafricanisme. L'union fait la force. C'est-à-dire, ils travaillent beaucoup ensemble et parce que leurs problèmes sont mis au centre des politiques. Donc, voilà la première démarcation. Autre chose de très intéressant que j'ai remarqué, c'est un développement rural façonné sur mesure. Durant le mois où j'ai eu à servir
d'assistants de cadre. Et aussi, à travers mes multiples excursions, j'ai pu remarquer que les régions rurales en Chine font beaucoup de recherches. Elles font beaucoup de recherches sur les atouts de leur situation géographique et unique, et aussi des recherches sur des ressources locales et sur les caractéristiques et les conditions qui leur sont propres. Parce qu'il est question de savoir, peut-être dans un village lambda, quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, quelle est notre particularité. Et on façonne un développement, on façonne des politiques sur mesure en fonction de notre potentiel. Alors, les régions rurales se sont donc rendues compte que se développer en faisant bon usage des ressources et du potentiel qui existe sur le terrain est plus rentable, mais aussi plus durable. Un autre aspect très important que je voudrais aussi mentionner ici et qui m'a beaucoup parlé, comme on dit aussi souvent, c'est la politique d'assistance par jumelage. C'est un point très évident que j'ai et très présent que j'ai eu à voir dans presque tous les villages que j'ai visités. C'est-à-dire ce système d'aide, ce système d'entraide à l'échelle nationale qui vise à maintenir et améliorer la quantité de vie, la qualité de vie des populations, tout en réduisant la disparité entre les zones urbaines et les zones rurales en Chine. Alors ce système de jumelage entre villes et villages et les entreprises des zones riches et pauvres, dans une mesure préconise un certain détachement des fonctionnaires des zones riches vers les zones pauvres. Et c'était le cas. Quand j'assistais, par exemple, le cadre du village dans la zone du Shanxi, c'était un fonctionnaire qui venait de Pékin. Et il a été détaché dans le village de Shahao, dans le comté de Xinxian. Donc, il y a ce détachement pour pouvoir faire part de son expertise en zone rurale. Et cette année, pour revenir aussi à votre question, j'étais dans la province du Hunan et j'ai pu m'enquérir de ça. Je me suis rendu compte que la province du Hunan, par exemple, ils avaient cette politique, ce système de jumelage avec le Tibet et Xinjiang, par exemple, où vous allez voir des experts il y a un échange en termes d'expertise. Et voilà les particularités, voilà ce que j'ai pu observer de tout mon séjour dans plusieurs villages. Et c'est vraiment un signal très fort et c'est vraiment représentatif de la Chine, en fait, de la zone rurale chinoise. Et le président chinois Xi Jinping a souligné que le développement des industries était une priorité pour la revitalisation rurale en Chine. Et Monsieur Wu, pouvez-vous nous présenter quelques exemples de réussite en matière de développement des industries dans les régions rurales en Chine? Je suis là aussi très bien placé pour parler de ça. Parce qu'un de mes cousins a créé une entreprise industrielle. Il était un agriculteur. Dans les années 80, au début de la politique, du lancement de la politique de réforme et d'ouverture, il a décidé de créer son entreprise industrielle dans son village. Et d'ailleurs, son district est très connu pour la création des entreprises rurales. Parce que c'est une région de forte densité de la population. Les agriculteurs n'avaient pas, avec justement le progrès du développement rural, avec cette mise en œuvre de la politique de réforme, tout de suite la productivité a beaucoup augmenté. Et la terre n'avait pas besoin d'autant de main-d'œuvre. Du coup, mon cousin, un jeune agriculteur, a décidé de créer une entreprise qui faisait la couverture de chaudières industrielles. Ça peut paraître simple, une couverture de chaudière industrielle, mais c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, quand on parle de la chaudière, on peut imaginer la pression à l'intérieur, donc la couverture doit être solide. Il ne faut pas que ça saute, il ne faut pas non plus qu'il y ait des fuites. Bon, je crois qu'il a mis beaucoup d'accent sur la qualité de ses produits. Donc il a toujours connu des succès. Alors, j'ai suivi un peu ses activités, je lui ai posé des questions. Il a agrandi son atelier, il a modernisé ses outils de travail, etc. C'est l'un des exemples seulement de pas mal d'agriculteurs de son district. Alors, et le district, qui est très connu en Chine, n'est pas le seul. Il y a d'autres agriculteurs, d'autres districts qui suivent la même voie. Et il ne faut pas croire que ces industries
créées par les agriculteurs, voilà, font seulement des petites choses comme la couverture de chaudières industrielles. Toujours dans ce district qui se trouve au bord du Yangtze, on a construit un pont qui relie les deux rives du Yangtze. Un pont long de 3 km et dont 1 km et à peu près 1,5 km sur l'eau. C'est un pont suspendu avec des câbles d'acier. Et les câbles d'acier sont produits localement par une entreprise locale. Vous voyez, donc ils peuvent produire des choses très solides, de haute qualité, qui permettent de suspendre un pont de longue enjambe. Donc vous voyez, ce sont des entreprises redoutables. Mais d'ailleurs, dans la province où se trouve ce district, c'est la province de Jiangsu, et dans la province voisine, la province de Zhejiang, les entreprises agricoles constituent les facteurs essentiels pour le développement économique de ces deux provinces. Et vous, M. Mendo, durant vos visites dans les campagnes chinoises, y a-t-il des industries locales qui vous ont beaucoup impressionné? J'ai bien remarqué dans certaines régions en Chine que des villages constitués en entreprises publiques se spécialisaient dans des produits agricoles spécifiques. Et ce sont des démarches qui sont identifiées, d'après ce que j'ai pu voir, par le concept d'un village, un produit. Et ces villages qui misent sur ce mouvement pour en quelque sorte, résister à l'industrialisation agricole en Chine. Ces initiatives combinent différentes stratégies. Et je vais vous donner quelques exemples de manière très concrète. Lors de mon parcours à Sangwei, c'est un petit village dans la ville de Hangzhou. C'est un village qui a misé sur la culture des légumes sous serre. Et ces productions sous serre qui lui conféraient, d'après ce que j'ai pu m'enquérir, un incontestable avantage par rapport aux autres localités. Alors, l'offre des producteurs non membres du village est désormais acceptée parce que ça part d'abord au sein du village et puis ils essayent d'ouvrir pour les villages voisins. Et parmi les légumes cultivés, le céleri, par exemple, dans le village Sangwei, est la principale culture et plusieurs variétés sont utilisées. Les produits sont vendus, bien entendu, par l'intermédiaire d'une coopérative et à des grossistes venant de divers horizons. Un autre exemple très prenant, parce que j'ai vu des arrangements similaires qui ont pu être décelés dans le village, dans un autre village où j'ai séjourné pendant un mois. Le village est nommé Idiare, c'est dans la province du Jiangxi. Et cette zone s'est carrément révélée être propice à la production de la mandarine. Et tout le village s'est associé pour la production, pour industrialiser la mandarine. Et au fond du compte, on se rend compte que le revenu par habitant est doublé, voire triplé. Et ça n'a non pas seulement servi à desservir, comme on dirait, le village, mais ils en ont fait une marque pour desservir toute la région. Il y en a, je peux déjà, à travers mon application sur le téléphone, sur, par exemple, Taobao ou Meituan, je peux déjà avoir des mandarines qui viennent de Jiangxi et qui viennent de la région de Diabo. Voilà des aspects qui m'ont marqué, partant d'un village. Comment toute une communauté s'est associée pour non pas sortir de la pauvreté et aussi en évitant de retomber dans la pauvreté, comme mon collègue vient de le dire, mais aussi d'avoir une marque, mais aussi de promouvoir le développement durable. Donc voilà à peu près des signaux que j'ai eu à constater durant mon séjour dans ces quelques villages. Et la construction d'une civilisation écologique occupe une place importante dans les objectifs du développement de haute qualité de la Chine, et la revitalisation de l'écologie est l'un des 5 principaux objectifs de la revitalisation rurale en Chine, qui cherche à créer un milieu rural beau et harmonieux où il fait bon vivre et travailler. Monsieur Wu, d'après vous, quels sont les principaux défis à relever en matière d'écologie à la campagne? Bon, alors on a parlé de l'industrialisation. Bon, évidemment, l'industrialisation veut dire la consommation de l'énergie. La Chine attache aujourd'hui beaucoup d'importance au problème de pollution. Donc l'industrie polluante est pratiquement éliminée. Toutes
les entreprises industrielles qui doivent marcher, voilà, doivent répondre, voilà, aux normes, voilà, écologiques. Voilà, c'est-à-dire pas de pollution atmosphérique, pas de pollution sur le sol non plus. Avant, c'est vrai que les entreprises rurales, voilà, étaient les sources principales de pollution de l'eau, parce que très souvent, ce sont des usines qui sont installées au bord de l'eau pour faciliter, voilà, la productivité. Et or, ils évacuaient des eaux usées polluants, voilà, dans les cours d'eau. Voilà. Et ça, on a mis beaucoup d'efforts pour éliminer ce phénomène. Voilà. Les entreprises doivent soit déménager, soit être équipées, voilà, du système d'assainissement pour, voilà, garder les cours d'eau propres, pour garder le sol propre. Voilà. Ça, c'est l'industrialisation. Mais il faut aussi tenir compte d'un autre aspect, c'est le développement agricole lui-même. Avec l'utilisation de l'engrais chimique, de l'insecticide, il y a aussi ce problème de pollution du sol. Là aussi, il y a des efforts, voilà, à faire, il y a des normes spécifiques. Voilà. Donc, justement, dans le document officiel, voilà, publié par le comité central, il y a une mesure, voilà, annoncée dans ce sens. Éviter la pollution du sol par l'utilisation de l'engrais chimique, par l'insecticide. Donc les produits, voilà, qui constituent les engrais chimiques et les insecticides doivent répondre aux normes, voilà, écologiques, voilà, fixées par le pays. Bon, ça c'est très important. D'ailleurs, il y a un autre aspect qui est aussi à chaque fois évoqué dans les documents concernant le développement rural, c'est l'amélioration des cadres de vie des ruraux. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Eh bien, dans ces documents, on parle, voilà, du système d'alimentation en eau, c'est-à-dire le système de l'eau courante. En même temps, quand vous parlez, voilà, de l'eau courante, vous devez imaginer ce qui doit accompagner, c'est le système d'égout. Le système d'égout, c'est-à-dire évacuation des eaux usées. Là aussi, dans les documents officiels, on n'arrête pas de, voilà, souligner l'importance, voilà, de la construction, voilà, du système d'alimentation en eau courante, mais aussi la construction du système, voilà, d'égout. Et puis le système de traitement des eaux usées, le système de traitement des ordures ménagères. Avant, tout ça n'existait pas. À l'époque où j'étais à la campagne, durant ma jeunesse, tout ça n'existait pas. Parce que ce qui était important à l'époque, c'était d'abord assurer la production céréalière pour pouvoir, voilà, se nourrir. Mais aujourd'hui, ce sont des priorités. Quand on parle du développement rural, on parle non seulement de la productivité, mais on parle aussi du cadre de vie. Il faut que les paysans, c'est ce que le secrétaire général, M. Xi, a bien dit, il faut que les paysans vivent, voilà, une vie décente, moderne. Monsieur Mendo, vous avez expliqué être venu en Chine pour étudier et acquérir le plus d'expérience possible, une expérience qui, vous l'espérez, vous permettra ensuite d'aider votre propre pays. En février dernier, vous êtes retourné au Cameroun et vous avez partagé vos expériences avec de jeunes étudiants camerounais. D'après vous, quelles idées du développement des régions rurales en Chine pourraient être appliquées efficacement afin de participer au développement du Cameroun? D'entrée de jeu, je pense que la politique d'assistance par jumelage, c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec le cas ou la situation africaine. Parce que d'un point de vue de synchronisation avec aussi ce que préconise le panafricanisme. Parce que le système par jumelage implique, c'est-à-dire c'est une entraide pour que les zones les plus favorisées aident les moins favorisées. Et si vous avez pu remarquer, par exemple, l'Union africaine ou alors l'Afrique en général a mis sur pied la zone de libre-échange continentale africaine. C'est aussi dans ce sens. Pour pouvoir équilibrer ou alors le développement, ou alors pour pouvoir répondre et échanger les ressources. Donc je pense que la politique d'assistance par jumelage, donc d'un point de vue national que d'un point de vue international, c'est quelque chose qui sied beaucoup à l'Afrique. Mais en plus concret, j'ai fait la province du Hunan,
et je me suis déplacé dans la province du Hunan cette année, il y a 2 mois. C'était beaucoup plus pour m'enquérir des pratiques concrètes. Je me suis rendu, par exemple, dans l'université agricole de Hunan, parce que je me suis rendu compte que la culture du riz, par exemple, était de prédilection en Afrique. Pas qu'au, euh, pas qu'au Rwanda, pas qu'au Burundi, mais même au Cameroun, mon pays natal. Donc, mais maintenant, il s'agit de voir quelles sont les pratiques. Je me suis rendu compte dans la zone du Hunan que ils avaient un système de machinerie, donc les machines agricoles et l'outillage étaient très prononcés. C'est devenu comme une éthique, c'est-à-dire les batteuses et les récolteuses du riz, dont j'ai essayé de m'enquérir. Et je me rends compte qu'à la fin, voilà, c'est quelque chose, voilà un système, voilà un partenariat très direct qui pourra aider les pays africains à augmenter leur production. Parce que je tiens à rappeler ici que l'Afrique, en général, n'est pas en manquement. Ce dont nous avons besoin, c'est de la technologie. Ce dont nous avons besoin, c'est d'améliorer la productivité euh, pour pouvoir procurer aux populations des ressources nécessaires pour les besoins quotidiens. Donc, j'ai vu ces machineries, c'était à l'école de génie mécanique et électrique de l'université agricole de Hunan. J'ai vu, c'était très, voilà. Par exemple, leur modèle d'agriculture, leur modèle de culture du riz, c'est quelque chose que les pays comme le Cameroun, les pays comme le Burundi peuvent bien exploiter. Parce qu'il y a un certain Nguyen Lomping, il s'est rendu, par exemple, au Burundi. Je crois que les Burundais ont une très grande appréciation de ce monsieur, paix à son âme. Voilà. Donc, cette éthique, cette culture du riz, je pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi être transposé en Afrique. Mais aussi, en ricochet, je tiens aussi à mentionner que, par exemple, vous avez les avocats du Kenya qui sont déjà disponibles au public chinois, c'est-à-dire les produits agricoles africains sont déjà mis à la disposition des consommateurs chinois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là, il y a un système c'est tout un système, c'est tout un long système, mais comment est-ce qu'on peut protéger les semences? Comment est-ce qu'on peut conserver les produits? Je pense que voilà, c'est de ça dont l'Afrique, les cultivateurs africains ont aussi besoin. Donc en général, je pense que les politiques agricoles ou alors l'éthique agricole chinoise, c'est-à-dire d'un citoyen chinois, peut aussi être transposée aux citoyens normaux africains parce qu'ils ont la même longueur d'onde. Ils parlent le même langage. Je suis rentré au Cameroun, par exemple, dans un village et quand j'ai, par exemple, transposé cet outillage, cette culture du riz dans un village camerounais qui aussi cultive du riz, c'était, il ne manquait qu'un pont, c'est-à-dire un échange. Par exemple, avoir des villageois camerounais venir expérimenter la culture du riz en Chine. La Chine a des machines agricoles, la Chine a un outillage hors pair, mais à travers ce système de jumelage, on pourra transférer les données, on pourra transférer le savoir-faire pour augmenter la productivité du Cameroun et la Chine aussi par ricochet. Et comme on dit, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà à peu près de manière très concrète ce que j'ai pu tirer de mon séjour à Hunan, mais je pense qu'il y a un grand fossé en termes de communication. Il manque la communication. C'est ça, parce que il faudrait que les populations, les villageois africains soient exposés aux pratiques, soient de plus en plus exposés aux pratiques chinoises. Pour voir que c'est vrai, c'est une chose d'avoir des ressources de matières premières, mais c'est une autre chose de pouvoir les transformer en ressources durables, de pouvoir les transformer pour pouvoir aider son pays ou sa région à se développer. Et c'est ce qu'on voit dans les régions rurales chinoises. Je vous remercie, Monsieur Wu et Monsieur Mendo, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. C'est un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.